Ce dimanche, les fidèles chrétiens célèbrent la fête des Rameaux qu'au moment d'une part l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem fut acclamée par une foule agitant des palmes, d'autre part la passion du Christ et sa mort sur la croix. Le Forum économique Côte d'Ivoire-Turquie s'est tenu à Istanbul en Turquie en présence du président ivoirien Alassane Ouattara. Enjeu principal, rapprocher les hommes d'affaires turcs et ivoiriens. Certains électeurs nigérians retournent ce dimanche dans les bureaux de vote en raison d'incidents techniques relevés dans les centres de vote où la logistique biométrique utilisée hier pour ce scrutin n'a pas fonctionné. Pour le magazine de ce dimanche 29 mars 2015, nous allons recevoir M. Touré Mamadou, président du comité d'organisation de la 4e édition des Assises de la jeunesse. Avec lui, nous allons faire le bilan de ces Assises. M. Touré, à tout à l'heure pour vos éclairages. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Ce dimanche, les fidèles chrétiens célèbrent la fête des Rameaux. Elle commémore à la fois deux événements. D'une part, l'entrée solennelle de Jésus-Christ à Jérusalem, où il fut acclamé par une foule agitant des palmes. D'autre part, elle commémore la passion du Christ et sa mort sur la croix. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». À l'instar des chrétiens du monde entier, les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Jean de Cocody se sont appropriés ce verset biblique. Ce dimanche était célébrée la fête des Rameaux qui marque l'entrée dans la période pascale. Aujourd'hui, nous nous rappelons de cette entrée solennelle et triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus est plusieurs fois allé à Jérusalem. À 12 ans, il est parti en pèlerinage comme tout juif. Mais aujourd'hui, de manière spéciale, il y va en montant sur un âne pour symboliser sa royauté. Et il y va surtout pour vivre dans ces jours prochains la passion et sa résurrection. Des fidèles joyeux de commémorer cette entrée triomphante de Jésus à Jérusalem témoignent. Aujourd'hui, jour de Rameaux, jour où tous les chrétiens viennent pour rendre grâce à Dieu, pour l'accompagner dans sa montée triomphale à Jérusalem. Oui, c'est lui-là même le Messie, c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous a créés. C'est une grande joie qui déborde de nos cœurs. En ce jour mémorial et solennel de l'entrée de Jésus en Jérusalem. Aujourd'hui, tout le monde crie Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. C'est d'abord une grande joie parce que nous avons une très grande nouvelle. Un sauveur est arrivé et il va faire son œuvre de salut et il a décidé de le faire jusqu'au bout. Procession, louanges et messes ont été les temps forts de ce dimanche des Rameaux. Pour la communauté catholique, la semaine sainte démarre pour s'achever le dimanche de Pâques, jour de la résurrection du Christ. Un commentaire de Hugues Hervé Blé. Pour préparer les fêtes pascales dans la ferveur, la jeunesse catholique s'est donné rendez-vous à la cathédrale Saint-Paul au Plateau pour son pèlerinage annuel. Elle a communié avec l'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Couton. Et nous allons rester avec Hugues Hervé Blé. Un seul lieu pour un pèlerinage unique en 2015, c'est à la cathédrale Saint-Paul au Plateau que toute la jeunesse du diocèse d'Abidjan a pris rendez-vous pour son moment de communion annuel. Nous croyons qu'avec Jésus-Christ, nous avons atteint notre but, ce but de fédérer toute la jeunesse d'Abidjan. Tous les jeunes du diocèse d'Abidjan sont réunis pour le pèlerinage diocésain des jeunes qui les années antérieures s'organisaient par doyenné, donc par regroupement de paroisses. L'objectif c'était donc de communier ensemble, de prier ensemble autour de Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Couton. Jeunesse, que ta foi soit visible en l'église et dans la vie, c'est le message unique délivré par l'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Couton, aux jeunes. Un message amplifié par le clergé au cours de ce pèlerinage, moment de formation, de communion et de partage. Les mettre ensemble, pour qu'ils aillent ensemble, construisent ensemble et voilà, vivent ensemble. Voilà, c'est tout. C'est un bon message. La bonne la paix, c'est un bon message. Ils ont été, selon les organisateurs, 22 500 jeunes à répondre à l'appel de Jean-Pierre Cardinal Couton. 18 000 étaient attendus à ce grand rassemblement de la jeunesse catholique d'Abidjan.
Dans la perspective de l'organisation du cinquantenaire de l'Église baptiste missionnaire en Côte d'Ivoire pour le 14 août 2016, l'Union des Églises évangéliques baptistes missionnaires a organisé hier samedi à l'Église baptiste de Cocody, Mermoz, la cérémonie officielle de lancement des activités de ce cinquantenaire. On en parle avec Félix Amani et Mamadou Kwasi. Arrivés en Côte d'Ivoire en 1920, les premiers missionnaires baptistes Yoruba se sont installés dans la région de Grand Bassam, alors capitale administrative. En 1966, la famille Mills et le missionnaire Youndé furent interpellés par les responsables des églises baptistes Yoruba de Côte d'Ivoire pour que les autochtones soient évangélisés. 50 ans après ces campagnes d'évangélisation, l'église baptiste missionnaire compte environ 30 000 fidèles, 300 églises à travers le pays, près de 80 pasteurs, un institut de formation théologique et 6 établissements primaires. Aujourd'hui, l'Église lance les festivités de son cinquantenaire. Nous sommes ici ce matin pour apporter la nouvelle officielle de la célébration de notre cinquantenaire en 2016. Ça va avoir lieu dans la ville de Tomodi et nous voulons apporter la nouvelle à la nation. D'où la joie des missionnaires et des pasteurs de l'Église baptiste missionnaire. C'est une fierté pour nous et c'est un sentiment de joie. Pendant cette période de festivité, nous devons nous attendre à mettre à jour ce que l'Église baptiste a fait, qui a été jusqu'à cette heure-ci mis un peu au teignoir, à mettre ça en plein jour. Je viens des États-Unis de la part des baptistes méridionaux. Vraiment, je suis contente avec ce que je vois aujourd'hui. Je regarde les 50 ans d'histoire et d'arriver à ce jour, ça me rend joyeux pour voir le progrès. À compter de ce 28 mars 2015, des campagnes d'évangélisation, des veillées de prière, des colloques et des actions sociales vont animer les préparatifs du cinquantenaire de l'Union des Églises baptistes et missionnaires de Côte d'Ivoire, qui aura lieu le 14 août 2016. Deuxième grand titre de cette édition, le Forum économique Côte d'Ivoire-Turquie s'est tenu à Istanbul, en Turquie, en présence du président ivoirien Alassane Ouattara. Enjeu principal, rapprocher les hommes d'affaires turcs et ivoiriens. Abiba Dambélé Saoui est notre envoyé spécial en Turquie. Voici son reportage. Le président Alassane Ouattara a présidé l'ouverture du premier forum d'affaires ivoiro-turc à Istanbul, forum qui a réuni des opérateurs économiques de Turquie et une centaine d'hommes d'affaires ivoiriens. Il s'est agi, selon le président du patronat ivoirien Jean Kakou Diagou, de nouer des partenariats entre les opérateurs économiques des deux pays. La Turquie, dont les PME locales ont su profiter de la croissance de leur pays pour devenir de grands groupes qui ont un savoir-faire avéré dans tous les secteurs d'activité à travers un partenariat réussi de joint venture avec les entreprises des pays industrialisés d'Europe et d'Amérique. Un savoir-faire qui aujourd'hui s'exporte avec bonheur. Ces grands groupes font de la Turquie un pays exportateur de biens de consommation de qualité reconnue. Ce savoir-faire, nous souhaitons que nos amis turcs puissent l'exporter en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État s'est félicité des liens d'amitié et de coopération qui unissent la Côte d'Ivoire et la Turquie et qui vont se renforcer davantage avec cette visite officielle. Les échanges entre nos deux pays qui ont atteint 331 millions de dollars américains en 2014, étaient d'un niveau bien insuffisant. Tripler ce montant d'ici 2019-2020, c'est-à-dire atteindre 1 milliard de dollars. Cela paraît ambitieux, mais cela est possible. Et cela sera possible grâce à vous, mesdames et messieurs, les membres du secteur privé, présidents, directeurs généraux. Vous savez, le partenariat économique avec la Turquie offre à la Côte d'Ivoire des opportunités de développement et de croissance économique exceptionnelles. Oui, parce que la Turquie, qui préside cette année le G20, fait partie des économies émergentes les plus performantes au monde, avec des taux de croissance largement supérieurs à la moyenne
nous sommes confiants que grâce aux réformes qui ont été mises en œuvre par le président Erdogan au cours des 10 dernières années, la Turquie a connu un bond extraordinaire et cela se maintient à des taux de croissance de 4-5%, qui sont largement supérieurs aux taux des pays qui commercent avec la Turquie. Et la Turquie est un des pays importants d'attraction des investissements directs étrangers. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire est heureuse de constater que malgré le faible niveau de commerce actuellement, nous sommes le premier pays partenaire de la Turquie en Afrique francophone et le 3e pays d'Afrique subsaharienne dans nos échanges avec la Turquie. Mais nous comptons faire mieux. Le président Alassane Ouattara a profité de cette opportunité pour vendre son pays, la Côte d'Ivoire, un pays en pleine croissance, par conséquent très attractif. La Côte d'Ivoire est en pleine reconstruction et notre pays a des opportunités d'investissement et en plus des garanties pour les investissements. La sécurité des biens et des personnes est largement garantie. Malgré les affres de la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire est maintenant, et notamment la capitale Abidjan, un des lieux les plus sûrs d'Afrique. C'est ce qui explique d'ailleurs le retour de la Banque africaine de développement, dont la Turquie est devenue un membre important ces dernières années. Comme les hommes d'affaires, les femmes d'affaires qui investissent déjà en Côte d'Ivoire le savent, l'environnement politique est apaisé et nous aurons l'élection présidentielle en octobre prochain. J'ai indiqué à plusieurs occasions, et je le répète, qu'elle sera apaisée, transparente et démocratique. Vous savez, la Côte d'Ivoire a engagé d'importantes réformes en vue d'améliorer l'environnement des affaires. Et nous avons surtout maintenant mis l'accent sur les infrastructures. D'abord, la réhabilitation de notre réseau routier, de notre réseau ferroviaire, mais également la construction de nouvelles autoroutes ou le prolongement de certaines autoroutes. Il serait bon que les autorités turques, mais également le secteur privé, s'intéressent à l'autoroute qui va relier Abidjan à San Pedro, c'est-à-dire Abidjan à l'ouest du pays, et qui fait 370 km. Et nous considérons que là, c'est une grande opportunité. Et nous avons vu la qualité des autoroutes en Turquie. Donc, encore là, je vous invite à venir et à participer aux appels d'offres pour pouvoir, j'espère, construire cette autoroute, puisque tout de même, l'ouest du pays est la région productrice de cacao. Et c'est une région très riche également qui regorge de minerais. Et le port de San Pedro, qui est donc le 2e port du pays, est l'un des plus développés au monde et surtout le premier port exportateur de cacao. La rencontre s'est achevée avec la signature d'un protocole d'accord d'établissement d'un conseil d'affaires Turquie-Côte d'Ivoire. Nous vous proposons à présent la réaction de quelques participants à ce forum économique Côte d'Ivoire-Turquie. Il y a un grand potentiel et une grande opportunité dans votre pays. Un pays qui est aussi un des pays les plus développés en Afrique et aussi notamment l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons déjà un entretien en Côte d'Ivoire comme dans beaucoup de pays en Afrique. Déjà, on attend que les investisseurs turcs viennent en Côte d'Ivoire, qu'ils viennent investir, bien évidemment, avec les opérateurs économiques ivoiriens pour qu'ensemble, on puisse échanger sur leurs pratiques, parce qu'ils ont de très bonnes pratiques ici, et s'inspirer aussi de nos pratiques en Côte d'Ivoire. Je suis venu louer des partenariats, tisser des partenariats avec les Turcs. Nous installons les caméras et ils ont des solutions de caméras très très sophistiquées. Et nous sommes venus apprendre aussi près d'eux au niveau de la sécurité. Bon, j'ai fait de bonnes rencontres pour nouer des partenariats et puis prospecter aussi le marché turc dans le domaine du matériel médical. Le président de la République Alassane Ouattara, après 5 jours de visite officielle soldée par plusieurs accords entre la Côte d'Ivoire et la Turquie, est rentré hier à Abidjan. L'action 2020 pour la réélection du président de la République Alassane Ouattara organise un tournoi de football dénommé
Nkukao. L'événement va se dérouler à l'Institut national de la jeunesse. L'information a été donnée au cours d'un point presse par le mouvement Érigoré. La réélection d'Alassane Ouattara préoccupe des milliers d'Ivoiriens. Action 2020 n'est pas en marge de cette aspiration. Un point de presse a permis au président du mouvement d'expliquer l'importance du tournoi qui verra la participation de tous les mouvements de jeunesse qui se reconnaissent dans les actions de développement posées par Alassane Ouattara. Nous lançons un appel à toute la jeunesse, tous les mouvements politiques et associations, pour leur dire que ce tournoi, Nkukao 2 fois président, est le tournoi de toute la jeunesse ivoirienne et que nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour réussir ce tournoi pour la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. Un événement de mobilisation dénommé Nkukao 2 fois président, c'est Ado, a été lancé au cours de ce point de presse. 200 leaders de jeunesse qui ont rejoint le mouvement seront présents pour expliquer l'importance de soutenir les actions de développement du chef de l'État lors de ce tournoi qui débute le 4 avril prochain à l'INJS. Nous allons toujours rester en politique. La Fédération des associations ONG de Tola Kwadiokro pour la réélection du président de la République Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2015 a effectué sa sortie officielle. Les populations de ce quartier de la commune de Bouaké étaient mobilisées pour soutenir cette fédération. Ouattara Amadou et Abdul Kader Segodogo, RTI Bouaké. Terminus Tola Kwadiokro, ambiance au son de la fanfare, défilé des différentes couches socio-professionnelles de femmes, motion de soutien aux actions de développement conduites par le président de la République Alassane Ouattara. C'est dans cet environnement acquis à la cause du Rassemblement des Républicains, RDR, qu'une délégation de ce parti a séjourné à Bouaké. C'était à l'occasion de la sortie officielle de la Fédération des associations et ONG du quartier Tola Kwadiokro pour la réélection du président Alassane Ouattara en octobre 2015. Kamara Sekou, porte-parole des jeunes, Bamba Kéline, porte-parole des femmes, sont revenus tour à tour sur la motivation de leur association. Pour eux, Alassane Ouattara doit être réélu pour poursuivre l'œuvre de développement qu'il a entamée. Parrain de la cérémonie, Bamba Mamoutou a encouragé les membres de ce nouveau groupement pour leur détermination. Se réjouissant de cette mobilisation, Bakara Moko, secrétaire départemental du RDR de Bouaké, a, au nom des marraines Sita Ouattara, sœur cadette du président de la République, et Koulibaly Oumou, épouse du général Abdoulaye Koulibaly, président du conseil d'administration de Air Côte d'Ivoire, apprécié cet engagement politique des jeunes et des femmes du quartier Tola Kwadiokro. Il faut se donner les moyens nécessaires pour voter. Nous voulons que tous ensemble, comme une seule personne, vous alliez vous inscrire, vous allez vous mobiliser et que vous fassiez du 100% pour Alassane Ouattara à Tola Kwadiokro. Un sketch de sensibilisation sur l'obtention des documents administratifs nécessaires pour prendre part aux élections et des prestations artistiques ont marqué cette rencontre politique. Une nouvelle convention nationale des organisations de la société civile de Côte d'Ivoire, CENORCI, vient de naître. Elle vise à redonner un nouveau souffle à la société civile ivoirienne qui a connu de nombreuses difficultés. Son premier président, Kone Satigui, Roger Apé Rigoré. Kone Satigui est le président de la Convention nationale des organisations de la société civile, CENORCI. Il a été investi par Sidiki Konaté, parrain de la cérémonie. Le nouveau président doit travailler pour permettre à la société civile de reconquérir sa place. Une place occupée aujourd'hui par des organisations étrangères. Selon le parrain, d'énormes chantiers attendent le nouveau président. Le pouvoir politique joue son rôle, mais la société civile est encore en deçà de son rôle. Et nous avons voulu une société civile forte qui reprenne son travail. Il y a tellement de chantiers. Le chantier de l'élection, le chantier de la sécurité. Mais ces chantiers, bien menés par le gouvernement, ont besoin d'avoir aussi un relais qui est la société civile. Conscient des maux qui minent la société civile depuis des années, conflits de leadership au sommet de l'organisation ont valu la défaillance de cette organisation, explique Kone Satigui. Seul le rassemblement apportera le succès à la Convention nationale des organisations de la société civile. Nous allons inviter tous ceux qui aspirent à voir notre pays engagé avec sa société civile sur le chemin du développement, à taire les incompréhensions pour mettre au devant
l'intérêt général de notre pays, des femmes, des jeunes, pour que la convention que nous venons de mettre en place soit vraiment la grande famille de toutes ces organisations. Née de la volonté des chefs coutumiers, des guides religieux, ainsi que des ONG et associations professionnelles, la CNORCI vient poser les jalons d'une nouvelle société civile forte, indépendante, engagée dans les actions gouvernementales. Autre information dans cette édition, la production en riz de la Côte d'Ivoire n'est pas suffisante. Il faut 1 900 000 tonnes pour permettre au pays d'être autosuffisant en riz. Un défi que veut relever l'Office national de développement de la riziculture. Francis Boifo. Des résultats satisfaisants, l'Office national de développement de la riziculture ONDE en a réalisé 3 ans après la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du riz, SNDR. À partir de 2012, la production effective s'est située aux environs de 984 000 tonnes. En 2014, les projections étaient estimées en matière de production de riz blanchi à 1 626 625 pour une production effective de 1 343 000 tonnes, pour une consommation de 1 780 550, soit un taux de couverture de 73%. Pour le représentant du ministre de l'Agriculture, ces résultats ne doivent pas faire oublier les nombreux défis à relever. Un secteur semencier à redynamiser. La réhabilitation des sites aménagés, l'appui aux activités post-récolte, le renforcement du conseil agricole pour améliorer les techniques agricoles à travers un transfert effectif de technologie. Toutes ces préoccupations ont fait l'objet de réflexions en atelier parce que l'ONDR veut produire 1 800 000 tonnes de riz blanchi cette année et atteindre 1 900 000 tonnes en 2016 pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en riz. Les producteurs de noix de cajou de la région du Béré, deuxième région productrice en Côte d'Ivoire après celle du Zanzan, viennent de recevoir la visite des partenaires étrangers de la filière cajou venus de Singapour et de Londres. Objectif, échanger les expériences pour améliorer la productivité dans la filière cajou. Brahima Doumbia, RTI Boaké. La région du Béré, avec une production annuelle de 3 545 tonnes de noix de cajou, est la deuxième région productrice après celle du Zanzan. Cette performance est à l'actif de la Société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou, avec un chiffre d'affaires d'1 milliard 24 millions de francs CFA pendant la campagne 2014, sous la conduite de son président du conseil d'administration, Mamadou Cissé Zaré. Elle se veut la locomotive du développement de la région, offrant des opportunités aux coopérateurs de lutter contre la pauvreté. Les concessionnaires de noix de cajou du pays et leurs partenaires accordent une attention très particulière à la performance de cette société coopérative. Une délégation composée d'opérateurs de la filière venus de Singapour en Asie du Sud-Est et de Londres en Angleterre, conduite par Mme Julie, directrice du développement durable de Olam Afrique, est venue à Bouandougou, dans le département de Mankono, région du Béré. Objectif, apprécier les techniques de récolte, de séchage, le processus de chargement et le fonctionnement de la société coopérative. Une société coopérative qui reste un modèle dans le monde agricole grâce à l'appui technique de l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER, partenaire du monde paysan. Tout à fait autre chose. La Direction générale de l'Autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire a initié une formation à l'attention des journalistes sur les étapes de la certification de l'aéroport et les techniques d'enquête en cas de crash d'avion. Plus de précisions avec Francis Boifo. Des journalistes de la presse nationale formés sur le fonctionnement de l'Autorité nationale de l'aviation civile, ANAC. C'est une première en Côte d'Ivoire et cela se justifie. Très souvent, les articles de presse qui concernent l'aviation ne transmettent pas les réalités de l'aviation civile et nous comprenons que le domaine étant très spécialisé, il est difficile aux journalistes de le maîtriser. C'est pour cela que nous avons décidé donc cette formation
qui permet donc d'instruire les journalistes, les organes de presse sur le système de l'aviation civile, tant au plan mondial qu'au plan national, de façon à ce qu'ils puissent communiquer de la façon la plus correcte chaque fois qu'il y a un événement concernant notre aviation civile. Les représentants des médias nationaux ont pu s'instruire sur le processus de certification OACI et TSA des aéroports, les notions de sécurité et de sûreté dans le domaine de l'aviation. En tant que journaliste, cela est important parce que ça me permet de mieux rendre mes papiers. Les autorités de l'ANAC Côte d'Ivoire prévoient d'autres formations sur la communication par les médias des informations relatives au crash d'avion et les enquêtes des experts en aviation. 6 cadres ivoiriens ont été distingués à Rabat, dans la capitale marocaine. Parmi eux, le directeur général de l'Institut national de la statistique et le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale. À la suite avec Serge Colliard. Ibrahim Abba et Jacques Kadiané, 2 cadres de l'administration ivoirienne honorés en terre marocaine. Ils sont lauréats du prix international PADEL 2015 pour s'être illustrés chacun dans son domaine d'exercice. Ibrahim Abba, directeur général de l'Institut national de la statistique, lauréat du prix PADEL 2015 du meilleur promoteur dans le domaine des statistiques et du recensement des populations africaines pour avoir mené avec succès, sous la conduite du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le docteur Albert Mabritoakus, le recensement général de la population et de l'habitat de 2014. Le commissaire principal, Jacques Kadiané, directeur du Fonds de prévoyance de la police nationale, a lui reçu le super prix diamant du meilleur promoteur dans le domaine des fonds de prévoyance sur le continent. Cette cérémonie de distinction, placée sous le sceau de l'intégration africaine et de l'émergence économique de l'Afrique, était parrainée par l'ex-premier ministre guinéen Lassana Kouyaté. 300 personnes choisies parmi les personnalités influentes du continent africain y ont pris part. Le prix panafricain PADEL vise à honorer les cadres et personnalités qui œuvrent pour le développement de l'Afrique. Au total, 25 personnalités, dont 4 issues de la Côte d'Ivoire, ont été distinguées. Diaraté Dougou, village de la sous-préfecture de Ouangolo-Dougou, fait de la réconciliation et de la cohésion sociale des préalables à son développement. Une journée socio-culturelle et sportive a été initiée dans le dit village. Kader Segodogo, RTI Boaké. Diaraté Dougou, village d'agriculteurs, est situé à seulement 10 minutes de Ouangolo-Dougou. Ce village d'environ 3000 âmes veut se mettre sur les rails du développement. Pour y parvenir, seule la réconciliation et la cohésion sociale au sein de cette communauté peuvent aider. C'est dans ce cadre que le village a battu le rappel de tous ses enfants. Une journée socioculturelle a permis de mettre fin à toutes les rancœurs. Traoré Drissa, cadre de Ouangolo-Dougou et parrain des festivités à Diaraté Dougou, a salué cette volonté d'aller de l'avant. Nous sommes certes nés à une époque récente de l'histoire du département de Ouangolo-Dougou. Mais nous avons grandi pour avoir nos familles respectives à se côtoyer nuit et jour dans la fraternité et dans la ferveur du jeu de l'alliance, socle d'une cohésion sociale enracinée dans les profondeurs de l'amour et du pardon. La réconciliation et la cohésion retrouvée à Diaraté Dougou a été célébrée également par le sport à travers une rencontre de football. Le 11 avril prochain, c'est la journée de la femme du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, en prélude à cette grande fête qui sera parrainée par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a donné le ton en initiant hier samedi un mini-marathon dans les rues du plateau. Hamza Diaby. Le 11 avril prochain sera célébrée la journée de la femme du MENET, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Ce jour-là, les femmes investiront le parc des sports de Trècheville avec à leur tête Dominique Ouattara, la première dame, marraine de l'événement. Ce 28 mars, la ministre Kandia Camara a donné le ton en initiant un mini-marathon dans la commune du Plateau. Nous avons travaillé pendant plusieurs mois, donc il est bon que nous puissions nous arrêter pour faire un peu de sport. Le sport, c'est la santé, pour décompresser, pour déstresser
et nous amuser aussi. Dès 7 h, une séance de fitness d'étirement pour tous, y compris la poignée d'hommes venus soutenir les femmes. À travers cette marche, c'était une façon pour nous de contribuer à réduire la facture de la santé. Parce qu'en faisant du sport, vous réduisez la facture de la santé. Entretenir le corps, c'est éviter d'aller à l'hôpital, c'est éviter les maladies bénignes. Et nous saluons, nous encourageons, ne pas attendre ce genre d'occasion. Il faut le faire régulièrement lorsque nous avons quelques minutes de repos. Les femmes du Ménète ont couru une distance de 3 km et cela en moins d'1 heure. Ce mini-marathon bénéfique pour le bien-être physique, moral et psychique a été une occasion de rencontre entre tous les acteurs du système éducatif pour consolider les liens d'amitié, de fraternité, gage d'une famille solide où règne la convivialité. Rendez-vous est pris pour samedi 11 avril où 80 000 personnes, dont 50 000 femmes, seront réunies pour la grande fête du sport. La 8e édition du Festival de musiques urbaines d'Anoumabo va se tenir du 21 au 26 avril prochain. Face à la presse vendredi, Salfo, leader vocal du groupe Magic System, par ailleurs commissaire général de l'événement, a donné le programme de cette 8e édition. Et c'était en présence de notre reporter Vénan Seman Niamien. Après la 7e, revoilà Magic System et ses partenaires pour la 8e édition du FEMIA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Face à la presse, Assalfo, commissaire général de l'événement, a égrené le chapelet des innovations qui vont enrichir cette édition qui va se tenir du 21 au 26 avril prochain. Il est à noter d'abord que le FEMIA va quitter le seul cadre traditionnel d'Anoumabo pour s'exporter dans les communes du Plateau et de Koumansi. Et sur les scènes, le public aura droit à la prestation de 13 artistes de renommée internationale venus de 5 pays. Pour joindre l'utile à l'agréable, le FEMIA 2015 sera aussi un lieu d'échange et de formation. Outre la table ronde interministérielle qui va débattre tous les jours des enjeux de la culture en Afrique, un séminaire de formation aura lieu à l'attention des artistes pour les instruire sur leurs droits. Mais la grande attraction pour cette année demeure, à n'en point douter, l'incursion du festival dans la construction de la paix en Côte d'Ivoire. La 8e édition du FEMIA est placée sous le signe de l'intégration et du rapprochement des peuples. En choisissant ce thème et sollicitant le secrétariat exécutif de la CEDEAO, Assalfo et ses amis entendent s'engager véritablement dans l'édification de la cohésion sociale. Pendant 6 jours, nous allons amener ces populations à se retrouver pour communier autour de la musique et des actions sociales aussi qui pourront resserrer les liens entre ces personnes-là. Et je crois que c'est ça aussi le rôle de la musique. Et c'est ça aussi le rôle du FEMIA. Un engagement pour bâtir la paix qui n'a en rien entamé le volet social. Cette année encore, Magic System va offrir une école de 6 classes à une localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Aussi pour ses 20 ans, l'émission Couleur tropicale du célèbre animateur Claudicia se fera en direct tous les soirs sur la scène du festival. Le FEMIA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, est une initiative du groupe Magic System et il se tient depuis 2008 dans le bas quartier d'Anoumabo, d'où sont originaires les membres du groupe. Le gouvernement ivoirien a offert du 25 au 28 mars dernier, 28 mars hier, donc l'opportunité à des milliers de jeunes de discuter, d'échanger avec des entreprises, des établissements de formation, structures de financement et de recrutement, des personnalités d'ici et d'ailleurs afin de leur donner la chance de prendre leur destin. Retour sur les faits marquants avec Gabriel Emmanuela Zani. Les box des exposants aux assises de la jeunesse ne désemplissent pas au parc des sports. Les jeunes se ruent vers les stands des entreprises ou structures publiques qui peuvent leur faire des propositions concrètes. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont là sans emploi avec assez de diplômes. Si à travers ces assises-là, on a pu avoir 10 moyens d'embauche pour nos camarades, vraiment ça nous fera plaisir. À côté des expositions, il y a les échanges directs avec les chefs d'entreprise. Mais en cette deuxième journée, un invité spécial de ces entretiens, le ministre des TIC, Bruno Nabagné-Koné, par ailleurs porte-parole du gouvernement. Après 90 minutes d'échange, il devient le porte-parole des jeunes. Surtout retenu les attentes de la jeunesse qui sont fortes en matière de création d'emplois. Je pense que c'est un cri du cœur qui est déjà entendu
au plus haut niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État en fait vraiment un sujet de préoccupation de tous les jours. Pendant que les jeunes accostent le ministre pour des contacts directs, l'un de ces protocoles récupère les CV. Des CV qui seront classés par domaine de compétences et acheminés vers les structures de l'État. Si les assises enregistrent un fort engouement de la part des jeunes, c'est la preuve que leurs attentes sont encore bien réelles. Des actions seront entreprises pour créer un dialogue ouvert entre le gouvernement et les jeunes, à l'image des échanges de ce jour. Et pour le magazine de ce dimanche 29 mars 2015, nous recevons M. Touré Mamadou, président du comité d'organisation de la 4e édition des Assises de la jeunesse. Ces assises se sont tenues ici à Abidjan. M. Touré, dites-nous pourquoi ces assises? Écoutez, le reportage l'a dit, ces assises ont été organisées d'abord en vue de mobiliser les jeunes autour donc de problématiques qui les concernent. C'est l'emploi, c'est la formation. Nous sommes dans un pays où 77% de la population a moins de 35 ans. Vous savez que nous avons traversé une grave crise. La Côte d'Ivoire amorce aujourd'hui sa sortie de crise. Les jeunes ont beaucoup d'attentes. Nous avons voulu mobiliser les jeunes donc autour de problématiques qui les concernent et leur permettre de partager leurs doutes, mais partager surtout leur espoir et les mettre en rapport aussi avec, comme ça a été vu, des entreprises, des partenaires au développement, des membres du gouvernement, des structures étatiques pour les orienter, leur donner des conseils de vie ou leur offrir des perspectives réelles. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous avez voulu mobiliser des jeunes, vous les avez mobilisés. Comment se sont tenues ces assises au plan organisationnel? Écoutez, vous me permettez aussi de féliciter tout le comité d'organisation parce que je n'ai aucun mérite personnel. Au niveau organisationnel, ces assises étaient inclusives puisque toutes les organisations de jeunesse ont pris part à l'organisation. Je veux parler des 8 fédérations de jeunesse affiliées au ministère de la Jeunesse et des Sports. Je veux parler aussi, même si ces assises ne sont pas politiques, de toutes les organisations de jeunesse politique. Je parle du FPI, du RDR, du PDCI, de l'UDPCI, du PIT, de l'UDCI, du COGEP. Je parle aussi de différents réseaux de jeunesse, aussi bien au niveau national qu'international. Et toute cette participation et mobilisation ont donné le contenu réel à ces assises en faisant donc les assises nationales. Je veux même parler des jeunes qui sont venus de 31 régions de notre pays, prendre part aussi à cette activité. Alors là, on va rester toujours dans le domaine de la mobilisation. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage de Gabriel Emmanuela Zani, que les jeunes se sont déplacés, vous le disiez à l'instant, de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut avoir une estimation de cette mobilisation? Alors, partons d'abord de nos objectifs. En organisant ce forum, nous ambitionnons réunir sur 3 jours 10 000 jeunes et au conseil de clôture 20 000 jeunes. Mais dès l'entame de notre organisation, le premier jour, nous étions déjà à 10 000 jeunes qui sont déplacés au Palais des Sports. Et selon ce que mes collaborateurs m'ont fait savoir, les 2 jours qui s'en ont suivis, nous avons une moyenne de 6 à 7 000 jeunes qui sont déplacés. Donc nous sommes largement au-delà des objectifs fixés. Le concert d'hier, selon certains de vos confrères, a pu réunir plus de 10 000 jeunes. Donc nous sommes à plus de 30 000 jeunes qui ont pu participer à ces assises. Au-delà des jeunes qui ont participé de façon physique avec le soutien de la RTI et de certains médias à l'étranger, les médias panafricains, nous pensons avoir impacté plusieurs millions de jeunes qui ont pu, à travers vos médias ou d'autres médias, participer indirectement à ces activités-là. Alors vos objectifs au niveau de la mobilisation, on peut le dire, sont atteints, hein, puisque ce que vous oui, mobilisation des jeunes, mobilisation des entreprises, on l'a vu, et je voudrais saluer l'ensemble des entreprises qui, dans une démarche citoyenne, ont accepté aussi de rentrer dans le jeu et d'offrir des perspectives aux jeunes. Je parle du gouvernement, on a vu les membres du gouvernement, le ministre d'État et le ministre de la Sécurité, le porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de la Fonction publique, la ministre de la Santé, le ministre d'État, le ministre de l'Emploi, le ministre du Budget, le jeune Abdou, qui fait la fierté de beaucoup de jeunes. Toutes ces personnes sont mobilisées, ces personnalités sont mobilisées. Je parle des experts, je parle des organisations internationales comme l'OCDE qui a envoyé 2 experts, je parle du PNUD, je parle du NDI, je parle de 52 experts, aussi bien nationaux qu'étrangers, qui sont mobilisés pour une seule cause, la jeunesse. Mobilisation, vos objectifs sont atteints. Mobilisation au niveau des perspectives également. Vous le disiez à l'instant, vos objectifs sont atteints. Alors, quels sont les secteurs d'activité qui ont été sollicités
par la jeunesse ivoirienne? Oh, je dirais tous les secteurs d'activité, qu'ils soient primaires, secondaires ou tertiaires, tous les secteurs d'activité ont été donc sollicités par cette jeunesse-là. Bien évidemment, cette activité a fait ressortir aussi des choses, c'était aussi l'objectif. Beaucoup de jeunes veulent travailler dans l'administration. Nous avons eu des professionnels qui ont pu donner des conseils, les orienter. Notre administration, aujourd'hui, au niveau de la fonction publique, c'est un peu plus de 150 000 personnes. Donc, ne peut pas objectivement prendre tous les jeunes. Il y a beaucoup de conseils sur l'entrepreneuriat, sur des initiatives, sur la création d'entreprises. D'ailleurs, le CPC, à l'occasion donc de ces assises, a promis donc aider 100 jeunes à créer 100 entreprises et exonérer donc de frais. Donc, autant d'initiatives qui avaient un seul objectif, amener les jeunes vers l'auto-emploi, vers l'entrepreneuriat. Et je pense que le message est passé 5 sur 5. Et ces jeunes sont chanceux, ce que le CPC veut bien sûr aider. Mais nous allons certainement y revenir. Alors, ces assises sont à leur 4e édition. Quel bilan? Et vous avez commencé en quelle année? Nous avons commencé en 2009. 2009. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a dit... 2009-2015. Nous avons commencé en 2009. Nous avons commencé avec 300 personnes en 2009 pour être à plus de 30 000 personnes aujourd'hui. C'est chaque 2 ans, chaque année? Alors, oui, chaque 2 ans. Chaque 2 ans, nous organisons ces assises-là, mais il a été fortement recommandé par les jeunes qu'à partir de cette année, nous passons en mode annuel. Donc les assises vont s'organiser tous les 1er novembre de chaque année. Le 1er novembre correspond à la journée africaine de la jeunesse. Donc nous essayerons, à l'occasion de la journée africaine de la jeunesse, de mobiliser tous les décideurs publics, tous les acteurs autour donc, de la cause de la jeunesse. Alors le bilan pour ces 4 ans? Écoutez, nous sommes satisfaits. Toute œuvre humaine peut présenter des insuffisances, mais au regard donc aux objectifs que nous sommes fixés, nous sortons de cette 4e édition satisfaits. Je vous ai parlé de la mobilisation des entreprises. Nous avons eu pour objectif de mobiliser 1 millier de stages et d'emplois. Je peux vous dire que nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 1200 possibilités de stage et d'emploi pour les jeunes. D'ailleurs, dès demain, nous avons une réunion avec l'ensemble des structures pour mettre en place le comité de suivi qui fera le point exact avec la publication de l'ensemble des listes de jeunes qui ont été recrutés. Parce que beaucoup de jeunes reprochent à ce genre de forum de se réunir, de mobiliser les gens et de ranger après dans les tiroirs les recommandations et de faire des promesses n'est pas les tenir. Mais ces engagements seront tenus puisque les entreprises elles-mêmes vont intégrer le comité de suivi et nous verrons ensemble comment, dans les 2-3 semaines, comment nous pourrons publier donc, la liste de l'ensemble des jeunes qui auront été recrutés. En tout cas, des suivis, j'ai voulu qu'on en parle suffisamment parce qu'une chose est d'organiser ce genre de cérémonie d'envergure nationale, je dirais même internationale, parce que des jeunes Ivoiriens peuvent venir même d'Europe pour participer à ces assises, parce que certainement là-bas, ce n'est pas tout à fait ce qu'ils attendaient. Alors, ils peuvent venir participer à ces assises, mais il faut un suivi. Vous les intégrez après coup ces assises. Depuis la 2e édition des assises, c'est un mécanisme qui a été créé pour justement ne pas tomber dans ce qu'on sait, c'est-à-dire organiser des forums et puis les ranger dans les tiroirs. Je peux vous dire de façon très concrète qu'à l'occasion de la 3e édition des assises de la jeunesse qui s'est tenue en novembre 2013, il y a eu 96 recommandations des jeunes. Sur les 96 recommandations des jeunes, 50 ont pu être appliquées. Et quand je parle d'application, puisque ces recommandations s'adressaient à 4 acteurs principalement, les organisations de jeunesse elles-mêmes, le gouvernement et les structures attachées aux différents ministères, les partenaires au développement et le comité d'organisation des assises. Sur les 96 recommandations, les jeunes ont jugé 28 recommandations comme majeures. Sur les 28 recommandations, 17 ont pu être appliquées, donc un peu plus de 60% des recommandations. Et le comité de suivi a publié son dernier rapport il y a 1 mois, disponible. Et donc, nous allons renforcer le comité de suivi, cette fois-ci en intégrant l'ensemble des entreprises qui ont pris des engagements en termes de recrutement des jeunes pour des stages ou pour des emplois. Alors, il y a, au niveau de la mobilisation, il y a eu des jeunes venus de l'intérieur du pays, je suppose.
Oui, nous avons jeunes d'Abidjan qui ont il y a eu participé à énormément ces de assises. jeunes venus de l'intérieur du pays. D'ailleurs, certains jeunes souhaitent que les assises soient tournantes. Se délocalisent. Nous allons envisager les années à venir cette possibilité en rapport avec les différents présidents des conseils des régions. Mais ce que je note avec satisfaction, c'est l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire qui sont déplacés, venant d'Alépé, de Korogo, de Bleuléquin, d'Alzopé. Est-ce qu'il y a eu des témoignages très rapidement? Est-ce qu'il y a eu des témoignages ou des anciens qui ont participé aux autres éditions et qui ont eu du travail? Bien évidemment, il y a eu des témoignages. Nous ne pouvons pas faire de publicité à certaines entreprises. Des jeunes qui ont participé aux assises de 2011 et de 2013, qui ont pu avoir donc des possibilités de travail, certains même dans une grande compagnie de téléphonie mobile. Cette année, avant même la fin des assises, vous avez vu le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui a pu recruter des jeunes, et puis une structure de recrutement qui a permis de recruter 150 jeunes le vendredi pour des call centers. Très bien, M. Touré, merci pour tous ces éclairages. Restez avec nous, nous allons terminer avec cette information très rapidement. Certains électeurs nigériens retournent ce dimanche dans les bureaux de vote, notamment à Lagos, en raison d'incidents techniques relevés dans les centres de vote où la logistique biométrique utilisée hier pour ce scrutin n'a pas fonctionné. Les électeurs nigériens doivent choisir leur président, leur député et leur sénateur. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.